Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog lecture. On est le lundi 26 octobre. Je viens de clôturer le vlog précédent. J'en profite pour en ouvrir un nouveau immédiatement parce que sinon vous me connaissez, je vais papillonner et j'ouvrirai le vlog un mercredi. Je n'ai pas de lecture en cours à vous présenter étant donné que j'ai à peine terminé la lignée d'emojis. Je n'ai pas eu le temps d'en commencer une nouvelle. En revanche, j'ai quelques livres à vous montrer parce que j'ai une amie qui s'est débarrassée de certains de ses livres. Elle me les a tous donnés en me disant tu en fais ce que tu veux. Donc parmi le sac qu'elle m'a donné, j'en ai gardé quelques-uns que je vais vous montrer. Les autres, je vous les montrerai aussi, ceux que je ne garde pas forcément. Et j'irai les mettre directement en boîte à livres. Comme ça me permettra là après de pouvoir ranger un petit peu ma bibliothèque. Parce qu'alors, je sais pas si vous voyez, mais j'en ai un peu de partout. Sachant que j'ai la pile aussi là à ranger et que j'ai quasiment plus de place. Voilà, je crois que ça commence un petit peu à se voir. Où je fais même des doubles rangées avec des boîtes d'œufs où du coup je mets les boîtes derrière et comme ça je peux empiler des livres, notamment les livres de poche. Donc on pense mettre une étagère juste ici, une étagère Billy d'Ikea, mais on se pose une question, est-ce que ça craint si c'est à côté du radiateur? Sachant que ça ne va pas être collé, sachant que le radiateur n'est pas très fort parce qu'on est très bien isolé, on a cette chance-là voilà, de ne pas dépenser des 100 et des 1000 dans le chauffage. Donc, je sais pas, dites-moi si ça craint ou pas de mettre une bibliothèque ici, sachant que de l'autre côté, je peux pas parce que j'ai mon fauteuil de lecture. Sinon, on a quand même d'autres possibilités, d'autres options, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé tout avoir au même endroit. Donc, je lance un sondage en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si ça craint ou pas, surtout pour les livres. Je pense que pour l'étagère, ça devrait aller. Sur ce, je vais vous présenter donc les livres que j'ai récupérés. Je vais commencer par un livre, par contre, que j'ai oublié de vous montrer dans le vlog précédent, dans mon book haul d'Easy Cash. Je sais pas pourquoi, j'ai totalement zappé. J'ai acheté Nicolas Beuglet, L'archipel des oubliés aux éditions Pocket à 1,99 €. Je sais que je vous avais parlé de Nicolas Beuglet et de son livre Transylvania que j'ai écouté récemment. J'ai pas été déçue, mais voilà, je vous disais que c'est un peu du vu et revu, c'est toujours les mêmes filons, c'est toujours le même schéma narratif, que j'en lirai un de temps en temps, mais sans plus. Il se trouve que ce livre, il fait partie de la saga Grace Campbell. J'ai lu le premier livre, il s'agit du dernier message. J'ai le deuxième livre, c'est Le passager sans visage qui est dans ma bibliothèque. Je suis tombée sur celui-ci. J'avoue que j'ai pas résisté. J'ai pas résisté à l'idée de me dire que j'aurai la saga complète. Et je sais que je vais terminer cette saga, ça me prendra le temps que ça prendra. Je pense même en fait les écouter en audio. Mais voilà, au moins je me dis je termine cette saga-là et puis on n'en parle plus. C'est une sacrée excuse quand même. Là, on commence véritablement les livres que j'ai gardés de ma copine. Le premier, il s'agit de Lisa Garner, Retrouve-moi, publié aux éditions Le Livre de Poche. Je n'ai absolument pas lu de Lisa Garner, j'en entends beaucoup parler. Elle en a écrit 2, je ne me rappelle plus le nom, mais je sais que Séverine de Il est bien ce livre en classe tout le temps 1 dans ses tops. Et je me rappelle plus, mais il me semble que c'est pas celui-ci. Ça va se passer à Boston. 4 membres d'une même famille sont sauvagement assassinés chez eux. Une mère, 2 de ses enfants et son compagnon. Seule Roxana, la fille aînée, âgée de 16 ans, semble avoir échappé au massacre et reste introuvable. Des témoins affirment l'avoir vue sortir promener les chiens avant les coups de feu. Heureux hasard ou aveu de culpabilité. En plongeant dans le passé de Juanita Baez, la mère, l'enquêtrice Didi Warren découvre une histoire tourmentée qui pourrait laisser croire à une vengeance. Pourtant, plus elle avance dans l'enquête, plus la voix de Roxana, victime ou suspecte, semble la supplier en silence « Retrouve-moi ». Je m'attendais à ce que ce soit un livre qui s'inclut dans la saga de Didi Warren, donc l'enquêtrice de Lisa Garner. Honnêtement, ça ne me dérange pas plus que ça parce qu'on sait que dans les sagas, notamment les thrillers, on peut lire les livres un petit peu séparément parce que les enquêtes changent à chaque fois. Quand il n'y a pas véritablement de fil rouge, on peut prendre le train en route. Ça me dérange pas plus que ça et ça me fait surtout découvrir cet auteur dont j'ai entendu parler à maintes et maintes reprises. Ensuite, on va passer à un Franck Thillier, Lucas, publié aux éditions Pocket. Je n'ai pas lu le résumé, je sais d'ores et déjà qu'il s'inclut dans la saga Charcot, à savoir que j'ai lu que 2 livres de Franck Thillier dans sa saga Charcot. J'ai lu 1991 parce que c'est le premier
à lire en fait sur Charcot. Alors il n'est pas sorti dans l'ordre chronologique, mais en tout cas c'est la première enquête de Charcot lorsqu'il était jeune au Quai des Orfèvres. Donc lui je l'avais lu, je l'avais grandement apprécié. Et autant vous dire que je suis passée d'un extrême à l'autre parce que le deuxième livre que j'ai lu après la première enquête de Charcot, c'est sa dernière avec le livre À retardement qu'il a sorti en mai dernier. J'ai sauté je ne sais pas combien de livres de Charcot. Je me suis fait spoiler beaucoup de choses, mais je le faisais en connaissance de cause et je me suis dit que c'était pas grave si je lis les sagas dans le désordre parce que j'avoue que j'ai énormément de retard dans certaines sagas, thrillers policiers surtout vu que c'est ce que je lis principalement. Mon choix est fait, je vais lire la saga Charcot dans le désordre. Et ça tombait bien parce que je n'avais plus de Franck Tillier dans ma pile à lire. J'aime bien en avoir une avance parce que c'est un auteur que j'apprécie énormément. Je ne lirai pas le résumé, je préfère me laisser le suspense de tout découvrir. Ensuite, j'ai décidé de garder le livre de Patricia Cornwell. C'est une enquête de Kay Scarpetta qui s'appelle Autopsie, publiée aux éditions Le Livre de Poche. Donc pareil, je pense que là c'est une saga encore et toujours. Donc Kay Scarpetta est médecin légiste réputé pour son talent d'enquêtrice et son mari Benton Wesley, profiler pour le Secret Service, sont rappelés en Virginie. Ils se sont installés à côté du Pentagone dans un monde post-pandémie déchiré par les contestations sociales et les luttes politiques. Juste après l'arrivée de Kay à la tête de l'unité médico-légale, une femme est retrouvée égorgée près d'une voie ferrée. Étrangement, la piste la conduit jusqu'à son propre quartier. Au même moment, une catastrophe survient dans un laboratoire spatial. Kay est alors convoqué en salle de crise à la Maison Blanche pour tenter de découvrir ce qui s'est passé. Celui-ci est sorti en mai 2023, donc aux éditions Le Livre de Poche. Et pour tout vous dire, je n'ai jamais lu de Patricia Cornwell. Je trouve que ça fait partie de ces auteurs de polars et thrillers qui sont là depuis toujours, un petit peu au même titre que Harlan Coben ou à l'époque de Mary Higgins Clark. Autant j'ai lu ces deux auteurs, autant celle-ci, j'avoue, je n'ai jamais lu ses livres. Ça fait l'occasion donc de découvrir sa plume. C'est pas peut-être celui qui me tentait le plus d'elle, je reconnais, mais écoutez, c'est l'occasion de voir un petit peu ce qu'elle écrit. Et pour le dernier thriller que je garde, il s'agit d'un livre de Catherine Cooper, Le Chalet, publié aux éditions Archipoche. Je ne connais absolument pas cette autrice, mais je vous avoue qu'il y a la petite phrase d'accroche, une résidence de luxe, de couple et un crime parfait, qui a un peu attiré mon attention. Et surtout lorsqu'on regarde le résumé, on voit qu'il y a une double temporalité et si vous commencez un petit peu à me connaître, vous savez que c'est vraiment mon péché mignon dans les thrillers. Ça va se passer en 1998, deux frères, Will et Adam, amènent leurs petites amies dans une station de ski huppée des Alpes. Un jour, au retour d'un hors-piste dantesque, l'un d'eux manque à l'appel. 2020, deux couples ont loué dans la même station un chalet de luxe. 4 personnes liées d'une façon ou d'une autre au drame du passé. Dans l'ombre, quelqu'un connaît la vérité et attend son heure pour frapper. Dans ces montagnes battues par la tempête, jamais Cold Case n'aura aussi bien porté son nom. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi il me tente vraiment. J'ai l'impression que ça va être sans doute aussi un huis clos. J'ai très hâte de le découvrir. Et enfin, la dernière lecture, on passe dans un autre genre. Il s'agit du livre d'Alice Fernet, Grâce et dénuement, publié aux éditions Babel. Dans un décor de banlieue, une bibliothécaire est saisie d'un désir presque fou, celui d'initier à la lecture des enfants gitans privés de scolarité. Elle se heurte d'abord à la méfiance, à la raillerie et au mépris qu'inspirent les gadgets. Mais elle finit par amadouer les petits illettrés en même temps qu'elle entrevoit le destin d'une famille sur laquelle règne une veuve mère de 5 fils. Dans ce troisième roman récompensé par le prix Culture et Bibliothèque pour tous, Alice Fernet excelle à faire entendre les voix intérieures de ses personnages, leurs sentiments inavoués, leurs désirs brimés, leurs solitaires affrontements avec la fatalité. Je ne sais pas si vous connaissez cette autrice. Elle a également écrit L'élégance des veuves, qui a été adaptée au cinéma, La conversation amoureuse, Chercher la femme et Les bourgeois. Pour être honnête, c'est peut-être pas un livre sur lequel je me serais arrêtée dessus en librairie, mais là, écoutez, en lisant le résumé, ça m'a donné envie de le découvrir, donc je le récupère. Et parmi les livres que je ne garde pas et que j'irai déposer en boîte à livres, il y a, alors là, ça m'a fait très rire, il y a Nicolas Beuglé, L'archipel des oubliés, donc bon, je vous l'ai présenté, là il est en grand format, donc aux éditions Exo. Je préfère garder mon petit format parce que j'ai toute sa saga en poche. Et vous savez que je suis un peu toquée, donc je préfère garder mes poches et celui-ci j'irai le déposer en boîte à livres.
Il y a également une Agatha Raisin Crime et déluge de MC Bitom. Donc là, c'est le tome 12 publié aux éditions Albin Michel. Si vous avez vu le vlog précédent, vous saurez pourquoi je ne suis pas très fan des Cozy Mystery. Et là, c'est un très bon exemple. C'est parce qu'en fait, il y a beaucoup trop de tomes dans les sagas. J'ai l'impression que toutes les sagas des Cozy Mystery, c'est comme ça. Et au bout d'un moment, c'est un petit peu redondant. Il y a toujours souvent un triangle amoureux ou autre. Et bon, bah moi, ça me saoule. J'avais essayé de lire deux tomes de cette saga. Alors, je crois que c'était même pas des tomes dans l'ordre. Il y avait eu Quiche Fatale, La Quiche Fatale et À la Claire Fontaine, quelque chose comme ça. Ça ne m'avait pas tant plu. Donc j'avais fait une croix dessus, c'est pour ça que celui-ci, je le mettrai également en boîte à livres. Et enfin, le dernier livre, il s'agit de Harlan Coban, L'inconnu de la forêt. Je ne le garde pas parce que quand j'étais plus jeune, j'ai lu énormément d'Harlan Coban. Je pense que j'en ai lu franchement plus de la moitié. Et au bout d'un moment, c'est toujours pareil. Je me suis un petit peu lassée. Je vous parlais aussi de Mary Higgins Clark, j'en ai lu énormément parce que c'était ma grand-mère les collectionnait. Et pareil, au bout d'un moment, ça s'essouffle, on tourne un petit peu en rond, c'est vraiment ce que j'ai ressenti pour Harlan Coben. Et là, même ça fait des années que je n'ai pas lu ses livres. J'ai pas forcément envie d'y retourner parce que je sais d'ores et déjà ce que je vais trouver et je sais que c'est plus vraiment ce que je recherche dans mes lectures. Donc je préfère là aussi le déposer en boîte à livres. Et c'était le dernier livre, donc c'est tout pour c'est pas un book haul, pour cette donation, je sais pas trop comment on peut appeler ça. En tout cas, j'ai grandement remercié ma copine d'avoir pensé à moi, de m'avoir refilé tous ces livres. En fait, elle voulait clairement s'en débarrasser. Ça me fait de nouvelles lectures en prévision et surtout découvrir aussi de nouvelles auteurs parce que pour le coup, il n'y a que les femmes que je ne connais pas. Étant donné que j'ai déjà lu Franck Tillier et Nicolas Begley. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez certains des auteurs ou autrices et si vous avez déjà lu leurs livres ou d'autres livres que vous me conseillez. Et pour ces trois-là, eh bien, j'irai les déposer dans la semaine en promenant Kaito dans la boîte à livres. Vendredi matin, je vous prends pour faire un petit point lecture en m'excusant de la luminosité qui doit être pas terrible, mais bon, on rentre dans une mauvaise période, j'y peux rien. Vous avez dû le voir dans les clips précédents, j'ai donc commencé cette semaine la lecture Vers ma fin de Sophie White, publiée aux éditions Stick. Donc c'est la nouvelle collection de la maison d'édition Fleuve qui est tournée vers l'horreur. Je voulais présenter en tout cas dans le vlog dernier étant donné que c'est une réception récente qui est sortie le 2 octobre. C'est une lecture qui m'a absolument déroutée, écœurée, gênée et qui m'a mis mal à l'aise à plusieurs reprises. Et pourtant, je revenais avec envie à cette lecture parce qu'il y avait un côté quand même assez addictif. Dans ce livre, on va suivre Ayoline qui a bientôt 20 ans et qui vit dans une maison isolée sur une île d'Irlande avec sa grand-mère et ce qu'ils appellent la chose du lit qui est en réalité sa mère. S'il appelle la chose du lit, c'est tout simplement parce qu'elle n'a plus rien d'humaine. Sa grand-mère, Ayoline, s'occupe donc de ce corps de sa mère qui est, on va dire, inerte. Donc elle a conscience de certaines choses parce que ses yeux bougent, par contre elle n'a plus l'usage de la parole et elle est allongée constamment sur un lit. Donc toute la journée il va falloir s'occuper d'elle, ça commence dès le petit déjeuner avec ensuite sa toilette. Il faut la mener plusieurs fois aussi sur les toilettes pour qu'elle fasse ses besoins. Il faut la retourner plusieurs fois par jour dans son lit pour changer les positions, pour éviter qu'elle ait des escarres. C'est tout un rituel qui a été mis en place et qui est bien rodé et on sent que ça dure depuis des années. Il y a même en fait tout un système de poulies
pour redresser le corps, de cordes, de crochets, de chaises en fait pour la déplacer de pièce en pièce. C'est un travail qui est physique, qui est éprouvant et que pourtant Ayoline fait plusieurs fois par jour et ça tous les jours. On comprend qu'en fait elle est totalement prisonnière de chez elle. Elle n'a pas eu d'enfance, elle n'est jamais allée à l'école, elle n'a pas d'amis. Si elle croise des insulaires, ils vont lui cracher aux pieds, ce qui est signe d'une conjuration de sorts, de malédiction. Donc en fait, Ayoline se dit maudite, mais elle ne sait absolument pas pourquoi. Tout le monde évite sa maison comme la peste. D'ailleurs, en fait, ils sont au perché en fait sur l'île et personne ne prend jamais le chemin pour aller chez eux. La chose du lit est véritablement un secret au sein de sa famille et même sur l'île, les insulaires ne sont pas au courant de ce qui se passe. Et ce ne sont pas les seuls parce qu'en vérité, même Ayoline ne sait absolument pas pourquoi sa mère est devenue dans cet état-là. Elle aimerait bien savoir ce qui s'est passé et surtout sortir de cette vie-là. Et autant vous dire que la grand-mère est très peu loquace. Elle parle très peu en fait à Ayoline. Elle évite toute question d'Ayoline, tout sujet compromettant. Et en parallèle de ça, on va avoir Rachel, une jeune artiste, qui va venir passer un mois sur l'île parce qu'elle va devoir exposer des toiles en fait dans un musée qui va bientôt ouvrir. Elle ne vient pas seule parce qu'elle est accompagnée de son nouveau-né. Et il se trouve que Rachel et Ayoline vont se rencontrer une après-midi sur la plage. Et à partir de cette rencontre, Ayoline va totalement être bouleversée et elle va devenir obsédée et fascinée par Rachel. Cette obsession pour Rachel va devenir malsaine et surtout va réveiller en Ayoline beaucoup de colère, beaucoup de violence et surtout va faire ressurgir le passé. En fait, je ne peux pas vous dire si c'est une lecture que j'ai aimée ou non parce que je pense que je n'ai pas suffisamment le recul dessus pour vous donner un avis, donc je pense qu'il ne sera pas très construit. Mais parce qu'en fait, c'est rare que je sois autant déstabilisée par une lecture, autant écœurée, dégoûtée. Ce qui m'a le plus écœurée, c'est les descriptions en fait du corps de la chose. Quand l'auteur nous décrit le rituel de la baignade, du petit déjeuner, ils inspectent vraiment tous les plis du corps de la mère parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'infection, elle a la peau sur les os. Et je pense que là où on pourrait trouver qu'il y a des répétitions donc dans ce rituel en fait de toilette, de donner à manger, de s'occuper de sa mère, je pense que l'auteur a véritablement fait exprès de nous le décrire à maintes reprises et de façon très détaillée pour nous montrer à quel point Ayoline est bloquée et prisonnière en fait de sa vie, de cette maison, de cette chose qu'elle doit nettoyer matin, midi, soir, qu'elle doit nourrir et qu'en fait elle ne connaît que ça. Je pense que c'est vraiment pour se mettre presque à sa place. Et en plus de ça, elle nous décrit le dégoût qu'a Ayoline à faire certaines tâches, que ça la dégoûte de plus en plus. Même nous, en tant que lecteurs, moi j'étais dégoûtée parce qu'on a l'impression qu'elle s'occupe d'un corps en putréfaction. Enfin, désolée, hein, je sais pas si vous êtes en train de manger en regardant cette vidéo, mais franchement là, il faut pas. Et c'est aussi après la violence que va naître dans Ayoline, le comportement qu'elle va avoir, les mots qu'elle va avoir envers la chose et des actes en fait. On va sentir vraiment toute la colère d'Ayoline en elle parce que finalement c'est une mère qu'elle ne connaît pas. On ne lui a jamais donné d'amour comme elle voit en fait Rachel en donner à son bébé. On sent qu'il lui manque tellement de choses en fait dans sa vie et on pourrait comprendre cette colère. Elle en a ras-le-bol en fait, elle veut juste partir. Imaginez-vous faire tout ça sans savoir le comment du pourquoi. Et en plus, on vous traite de maudite. Je peux comprendre qu'elle puisse péter les plombs. Une chose est sûre, c'est que ce livre est parfait pour cette période-là. C'est 250 pages environ, ça se lit quand même très vite. Il y a quelques moments très dérangeants quand même, on va pas se mentir. Donc je ne me prononce pas réellement, est-ce que j'ai aimé ou non. C'est une lecture qui m'a marquée. Est-ce qu'elle va me marquer sur le long terme? Je sais pas, mais là en tout cas elle m'a marquée. Et ce matin, je suis allée chercher un colis Vinted parce que j'ai commandé... Alors de base, je ne commandais absolument pas de livres. Je vais essayer d'ouvrir en même temps que je vous parle. Mais j'ai l'impression qu'elle l'a très très bien emballé. Oui, de base, je ne commandais pas du tout de livres. Je commandais un chargeur pour ma montre connectée que j'ai perdu. Je vous avoue que je suis un peu deg parce que c'est pas le genre de chargeur que l'on peut perdre facilement. Quand je vais vous montrer à quoi ça ressemble. J'ai essayé de le chercher, mais quand je vous dis de partout, c'est de partout. Impossible de remettre la main dessus. Je pense que je l'ai perdu quand je suis partie en stage.
je pense bien. Pourtant, ça m'intrigue parce qu'en fait, à l'hôpital, je ne pouvais pas porter de montre. En tout cas, pas au poignet. Donc j'avais décidé de ne pas en porter tout court. Donc je vous avoue que ça reste un mystère. Et heureusement que j'en ai trouvé sur Vinted parce que c'est pas ce qu'on trouve le plus. Je sais même pas si ce sera le bon. Parce que moi j'ai une ancienne montre, vous savez, de la marque Fitbit. Je trouvais des chargeurs, hein, mais c'était compris en fait avec les nouvelles montres, tout ça. Et moi je voulais pas changer. Elle marche encore la mienne, elle est en bon état. Elle me donne l'heure, c'est suffisant. Bon, c'est cool parce qu'elle m'a mis du coup un bracelet noir en caoutchouc. Moi je préfère mettre ceux qui sont parfois en imitation cuir. Mais c'est cool parce que j'en avais pas en noir, donc c'est plutôt gentil. Et vous voyez, c'est ce genre de chargeur où on pose la montre en fait. Donc, ça ne se perd pas comme ça. C'est pas juste un cordon ou encore les tout petits cordons comme pour les écouteurs ou autres. Je vérifierai bien que ça match avec ma montre. Et tout ça pour vous dire que avant de commander le chargeur, j'ai quand même fait un tour sur le profil de la vendeuse qui était très gentille et qui m'a emballé ça vraiment parfaitement. Et j'ai vu qu'il y avait un livre qui me plaisait. Un livre que ma mère avait lu il y a quelques temps de ça, mais en fait c'était pas à elle, donc elle n'a pas pu me le prêter. Et quand je l'ai vu, je me suis dit tiens, pourquoi pas, c'est l'occasion de le prendre. Il était à 2 euros. Hop. Il s'agit de Daniel Cole, Ragdoll, publié aux éditions Pocket. Je pense qu'il date maintenant de... J'ai envie de dire 10 ans, mais je pense que j'exagère un petit peu. De 2017. Donc non, pas tant. Il a quand même presque 10 ans. Je vais vous lire d'ailleurs le résumé. Un cadavre recomposé à partir de 6 victimes démembrées et assemblées par des points de suture a été découvert par la police. La presse l'a aussitôt baptisé Ragdoll, la poupée de chiffon. Tout juste réintégré au Metropolitan Police Service de Londres, l'inspecteur Wolf Fawkes dirige l'enquête sur cette effroyable affaire, assisté par son ancienne coéquipière, l'inspectrice Baxter. Chaque minute compte car ce nouveau serial killer vient de communiquer par voie de presse une liste de 6 noms. Son programme de meurtre pour les jours à venir. Avec le meilleur pour la fin, Wolf lui-même. Ça a fait l'occasion que je le trouve sur le profil de la dame parce que clairement il n'était même plus dans ma pile à lire. Enfin non, dans ma wishlist, mais c'est vrai que quand je l'ai vu, je me suis dit tiens, pourquoi pas. Un thriller en plus dans ma palle, je vais forcément le lire parce qu'en ce moment, je fais une boulimie de thrillers policiers, c'est impressionnant. Et enfin, je vous présente très rapidement ma lecture en cours parce qu'il s'agit d'un tome 2 des jumeaux Croche-Mort. Donc c'est Possession, publié aux éditions Flammarion Jeunesse. Couverture tout à fait halloweenesque, ça tombe bien, on est le 30 octobre. 30 ou 31 31 octobre. Ah purée, mais c'est le jour d'Halloween aujourd'hui. Écoutez, c'est d'autant plus parfait. J'ai commencé à le lire hier soir, j'ai lu 100 pages. Arrêté au beau milieu d'un chapitre, ça c'est vraiment ma spécialité. Je déteste faire ça, mais vraiment, des fois j'ai les yeux qui se ferment. Étant donné que c'est un tome 2, je ne vais pas forcément vous parler donc de cette histoire. Je vous reparlerai peut-être du tome 1. J'espère autant l'apprécier que le tome 1. D'ailleurs parce qu'ils disent jeunesse, mais bon franchement je me rappelle que le tome 1 il y avait quelques descriptions et quelques moments un petit peu gore, donc ça convient parfaitement aussi pour les adultes. Et si vous n'êtes pas trop branché quand même horreur, je trouve que ça reste quand même assez léger, bon, et que quand on est adulte c'est pas non plus hyper frissonnant, mais ça nous met quand même dans une bonne ambiance, parfait en ce jour d'Halloween. C'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vais vaquer à mes occupations, je vous reprendrai, je sais pas ce week-end si j'aurai le temps de vous reprendre ou pas, mais au pire je clôturerai le vlog lundi, c'est pas très grave. Nous sommes lundi matin, je vous prends pour clôturer ce vlog lecture
et vous dire que j'ai terminé ma lecture des Jumeaux Croche-Mort, le tome 2 qui s'appelle Possession, publié aux éditions Flammarion Jeunesse et écrit par Cassandra O'Donnell. J'ai beaucoup aimé cette lecture, donc qui s'inscrit vraiment dans la lignée du tome 1. Pour rappel, on va suivre Auriel et Silence, donc qui sont des faux jumeaux, ils ont 15 ans, ils ont grandi en famille d'accueil étant donné que leur mère est morte et ils n'ont jamais connu leur père. Sauf qu'un beau jour, ils vont voir débarquer les services sociaux en leur disant que les grands-pères paternels, donc les jumeaux Croche-Mort, les réclament. Et donc, vu qu'ils ne sont pas majeurs, ils n'ont pas leur mot à dire, ils doivent aller vivre à Whispertown. Arrivés dans la ville, ils vont se rendre compte que c'est une ville particulièrement étrange. Les habitants vivent en autarcie, il y a une brume qui ensevelit tout le temps la ville le soir, et d'ailleurs tout le monde a un couvre-feu, il ne faut absolument pas traîner dans la rue au risque de se faire tuer par cette brume et les monstres qui s'y cachent. Mais il n'y a pas que la ville qui est étrange, il y a également les habitants qui tiennent responsable Silence, donc c'est la fille de quelque chose, on ne sait pas quoi, mais en tout cas personne ne lui adresse la parole, elle est détestée, elle ne sait absolument pas pourquoi, contrairement à son frère Auriel qui lui est plutôt apprécié et respecté par les habitants et les camarades de classe. Ils vont donc vivre dans le manoir de Whispertown avec leurs grands-parents qui contrôlent en fait la ville. Et ils vont se rendre compte qu'il y a énormément de choses qui clochent, qu'il y a beaucoup de non-dits, qu'il va y avoir des secrets. Et qu'Auriel est voué à un destin, mais on ne sait pas réellement lequel, qu'il y a peut-être une malédiction aussi qui plane sur la famille et que la ville endure malgré elle. Tout un tas de phénomènes étranges vont se passer, des choses totalement surnaturelles. Et donc les jumeaux vont mettre leur nez là où il ne faut pas. Et dans ce tome 2, on retrouve donc la même ambiance que dans le tome 1, c'est quelque chose de très sombre. Ça me fait énormément penser un petit peu à l'ambiance dans la série Mercredi ou plus largement de la famille Addams. Il y a quelques passages frissonnants, après comme c'est du jeunesse, honnêtement ça reste surmontable quand on est adulte. Mais voilà, c'est quand même du jeunesse, mais je vous avais dit que pour le tome 1, il y avait quelques descriptions des corps tués par la brume ou autre qui pouvaient être un peu sanglants. Donc faire attention quand même dans quelles mains on mettait le livre. Et là pour le tome 2, c'est quand même pareil. Je pense que c'est pas pour des 12 ans, vous voyez. Je pense que c'est quand même pour un peu plus âgés. Après, tout dépend aussi ceux qui sont habitués à lire de l'horrifique. En tout cas, là, c'était parfait pour ce week-end d'Halloween. Ça nous met vraiment dans cette ambiance très creepy. J'aime beaucoup suivre l'aventure, en tout cas, et de poursuivre cette aventure avec les jumeaux Croche-Mort. Et j'ai surtout hâte de me procurer le dernier tome, le tome 3. Je me rappelle plus son titre. Apparemment, donc c'est le dernier. Celui-ci, je dirais qu'il est un petit peu plus ciblé sur Silence. Parce que c'est elle qui va quand même avoir quelques problèmes et qui va surtout les provoquer. En tout cas, ça se lit super bien parce que donc c'est écrit quand même suffisamment gros, c'est assez espacé, les chapitres sont courts et franchement, une fois qu'on est à l'intérieur, ça se dévore. J'avais peur de pas trop me rappeler du tome 1 parce que je l'avais lu il y a quasiment un an de ça. Et à la même période d'ailleurs, et en fait pas du tout, j'ai su me repérer par rapport aux personnages et aux faits qui se sont déroulés dans le tome 1, c'est quand même parfois réexpliqué, on revient sur certaines choses, donc ça a été. Je ne vais quand même pas tarder pour me procurer le tome 3 et terminer du coup cette saga. Je ne pense pas attendre Halloween prochain pour faire ça. Et si le tome 3 est à la hauteur des 2 tomes précédents, je pense que cette saga peut devenir une saga jeunesse chouchou. Parce que vraiment, j'aime tout à l'intérieur, je ne trouve pas vraiment de choses à redire, je passe un excellent moment à chaque fois et surtout j'adore l'ambiance, j'aime l'intrigue, je veux savoir où ça va nous mener. C'est jeunesse mais pas trop et franchement j'aime énormément. Je n'ai pas commencé de nouvelles lectures étant donné que j'ai terminé celle-ci hier soir, donc il va falloir que j'en choisisse une nouvelle. Et je vous présenterai tout ça dans le prochain vlog. Sinon, j'espère que vous avez passé en tout cas une belle semaine et un bon week-end. Je vous souhaite de lire de très belles lectures et nous, on se retrouve dans un prochain vlog la semaine prochaine.